Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean Piaget, le jugement et le raisonnement chez l'enfant. L'irréversibilité de la pensée enfantine. La pensée de l'enfant est égocentrique. L'enfant pensant surtout à lui-même, sans chercher ou sans parvenir à se placer au point de vue d'autrui. L'enfant n'a ni le souci de convaincre, ni le besoin de faire la preuve. Avant 7 ans, il semble y avoir chez l'enfant un besoin développé de justification logique, les pourquoi. Juxtaposition de parce que empirique. Dans le style enfantin, c'est le fait que les jugements successifs dont est constitué le discours ne sont pas liés par des liaisons explicites, mais simplement agglomérées. L'enfant saisit un rapport vague entre les propositions. La liaison d'implication est maniée concrètement à partir de 7-8 ans. Cette liaison logique relie non un fait à un fait, mais une raison à une conséquence, ou un jugement à sa preuve, ou à son antécédent logique. Il conçoit un monde comme façonné par une activité humaine entièrement raisonnable, excluant l'idée de hasard. Il ne fait point de différence entre la cause des phénomènes et le motif psychologique ou logique qui aurait pu déterminer les hommes s'ils avaient fabriqué eux-mêmes ces phénomènes. La liaison d'implication logique dérive doublement de la liaison de motivation psychologique, soit que l'enfant prête à la nature des inventions et des motifs, et qu'il fonde ainsi les liaisons logiques avec les liaisons causales et psychologiques, soit que l'égocentrisme enfantin empêche le besoin de chercher des preuves subjectives, objectives, c'est-à-dire valables pour tous, de supplanter le besoin de simple motivation subjective. Là même où l'enfant a raisonné parfaitement juste, il ne doit pas justifier son raisonnement, car il est accoutumé à sous-entendre l'essentiel. L'enfant raisonne que sur des cas singuliers, le schéma seul étant l'élément de généralité du raisonnement enfantin. Tendance à juxtaposer simplement ces affirmations au lieu d'expliciter les liaisons causales. Dès que l'enfant admet les prémices comme données, sans les justifier ni les infirmer, il est prêt à résoudre les tests. Il faut distinguer soigneusement dans la pensée de l'enfant la compréhension implicite ou informulable, et la compréhension explicite ou exprimable des en mots. Remarque, il n'y a pas de différence sensible entre les enfants uniques et les autres. Vers 7-8 ans, l'égocentrisme enfantin subit une forte diminution. Toute définition d'un enfant est toujours intéressante et est une prise de conscience. Difficulté d'introspection chez l'enfant. Dès 7-8 ans, l'enfant commence à distinguer la pensée des choses elles-mêmes et la justification logique de l'explication causale. Il prend conscience de la marche de son raisonnement. Il apparaît les premières définitions logiques. L'enfant restera insensible à la contradiction oscillant entre la conception implicite qu'il possède et la définition partielle qu'il donne. La non-contradiction logique est un état d'équilibre psychologique, par opposition à l'état de déséquilibre perpétuel dans lequel vit la pensée. C'est à la possibilité de manier la logique des relations qu'est subordonnée celle de raisonner logiquement. La fécondité du raisonnement tient à la capacité illimitée que nous avons de construire de nouvelles relations. 2 suffisent pour en trouver une 3e, et ainsi de suite. Dès que les relations deviennent intégralement réciproques, la fécondité des multiplications de relations n'a plus de borne, et la généralisation devient possible. Comme dans le domaine des relations mathématiques, toutes les relations portent en elles-mêmes leur vérificabilité, en même temps que leur fécondité. Même quand la pensée renonce à la satisfaction immédiate et au jeu, l'enfant se laisse aller à une curiosité désintéressée pour les choses elles-mêmes. L'individu a un singulier pouvoir de croire immédiatement à ses propres idées. L'expérience a montré que l'enfant pense d'une manière exactement intermédiaire entre la manière autiste et la manière socialisée. Comme les enfants, il existe des adultes restés égocentriques dans leur manière de penser. Ce sont des êtres qui interposent entre eux et le réel un monde imaginaire ou mystique et qui ramènent tout à ce point de vue individuel. Clarapède, dans les expériences d'un grand Thérée, a montré que la conscience de la ressemblance apparaît plus tard chez l'enfant que celle de la différence.
Nous croyons que l'égocentrisme enfantin a une influence profonde sur le schématisme de l'attention, en l'empêchant de se placer au point de vue de plusieurs objets à la fois, et même en général, au point de vue des objets eux-mêmes. La manière égocentrique de penser vis-à-vis des proches entraîne un certain nombre d'habitudes et de schémas que l'on peut qualifier de réalistes, par analogie avec les nombreuses illusions réalistes dont témoigne l'histoire des sciences à leur origine. L'enfant prend pour absolue sa perception propre et immédiate. L'incapacité synthétique subsiste dans la pensée beaucoup plus tard encore. Le syncrétisme est le complément de la juxtaposition. Si la perception enfantine considère les objets sous leur jour immédiat et fragmentaire, sans relation objective les uns avec les autres, et si ces objets sont dans le langage ou le dessin, simplement juxtaposés au lieu d'être hiérarchisés, c'est peut-être que ces objets, avant d'être morcelés par les nécessités discursives ou graphiques, étaient trop intimement liés entre eux, trop confondus dans des schémas d'ensemble et trop impliqués les uns dans les autres pour être impunément morcelés. Le syncrétisme pénètre toute la pensée de l'enfant, cousiné avec l'analogie immédiate et clarapède dans la perception. Processus du syncrétisme. Tout d'abord, deux objets apparaissent simultanément dans la perception de l'enfant ou bien deux caractères sont donnés ensemble dans la représentation. Dès lors, l'enfant les perçoit ou les conçoit comme liés ou mieux comme fondus à un schéma unique. Enfin, ce schéma prend force d'implication réciproque, c'est-à-dire que si l'on isole l'un des caractères du tout et que l'on demande à l'enfant les raisons de ce caractère, l'enfant invoque simplement l'existence des autres, à titre d'explication ou de justification, facilité à tout lier à tout. Difficulté de l'enfant à isoler les éléments d'un schéma. Dans son raisonnement, l'enfant procède sur des cas singuliers et sans parvenir à la nécessité logique. C'est en cela que son raisonnement est transductif, son manque de nécessité logique. En conséquence de son égocentrisme, l'enfant n'éprouve pas encore le besoin de démonstration. Il ne cherche pas à lier ses jugements par des liens nécessaires. Clarapède a très clairement distingué trois moments dans l'activité de l'intelligence. La question, l'invention de l'hypothèse et le contrôle. La question n'étant que la manifestation d'un besoin. L'hypothèse est la représentation que l'imagination se donne pour boucher le vide créé par ce besoin. Le raisonnement n'apparaît donc qu'au moment de la vérification de l'hypothèse. L'expérience mentale est une reproduction par la pensée des événements tels qu'ils se succèdent en fait dans la nature, ou encore elle est une imagination des événements tels qu'ils pourraient se succéder au cours d'une expérience que l'on organiserait matériellement si cela était techniquement réalisable. Comme telle, l'expérience mentale ignore le problème de la contradiction. Elle déclare simplement que tel résultat est possible ou effectif en partant de tel point de départ, mais elle n'arrive jamais à conclure que deux jugements sont contradictoires entre eux. L'expérience mentale comme expérience matérielle est irréversible. L'expérience logique qui intervient dès 11-12 ans dérive assurément de ce processus et n'a pas d'autre matière que celle de l'expérience mentale elle-même. L'irréversibilité du raisonnement primitif se reconnaît en outre à ce que le sujet ne parvient pas à conserver une prémisse identique à elle-même au cours d'une expérience mentale, car en construisant avec cette prémisse une série de résultats nouveaux, il n'y a aucun moyen, sinon par les décisions que l'on prend pour régler l'expérience elle-même, de savoir si cette prémisse a varié ou non au cours de l'expérience morale. Ou il n'y a aucun moyen de savoir si un concept auquel on est conduit par voies différentes est bien identique sous ses différentes formes et ne contient pas de contradiction. L'enfant, ne pouvant choisir entre deux explications contradictoires d'un même phénomène, les admet concurremment et même les fond l'une avec l'autre, contradiction par condensation. C'est un manque de frein qui agglomère les éléments nouveaux. Ces schémas dérivent des habitudes syncrétiques de pensée qui mènent à additionner et à condenser simplement les représentations au lieu de les synthétiser. Pour une pensée égocentrique, le jeu tient lieu de loi suprême. L'autisme ne connaît pas d'adaptation au réel. Le plaisir est le seul ressort. Pour l'enfant, il existe deux ou trois réalités également réelles, tour à tour et non hiérarchisées comme l'adulte. Pour l'adulte, le jeu repose sur des fictions. Pour l'enfant, c'est beaucoup plus, illusion volontaire.
L'enfant a une représentation du monde toujours moulée par le point de vue immédiat, fragmentaire et personnel, égocentrisme. Avec l'intelligence de la perception, les plans de réalité se hiérarchisent, catégorie du possible et du nécessaire. La prise de conscience est sous dépendance des facteurs sociaux, mentalité primitive définie par Lévi-Brühl. Jean Piaget, le jugement et le raisonnement chez l'enfant. Merci.